Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Aujourd'hui, je vais encore aborder un sujet que j'aime beaucoup dans la transmission du yoga, mais aussi dans la transmission au sens large et même dans mon quotidien, la répétition. En tant que guide de yoga et en tant que pratiquant, on peut aussi avoir parfois l'impression de se répéter, de dire tout le temps la même chose, d'enseigner tout le temps les mêmes postures. Le sujet d'aujourd'hui m'a vraiment été inspiré par une collègue qui me demandait mon avis suite à un retour qu'elle a eu d'une de ses élèves. La personne était venue la voir en lui disant qu'elle aimait énormément ses sessions, qu'elle trouvait ses cours vraiment très intéressants, très captivants, mais qu'elle avait quand même une frustration de ne pas pratiquer davantage de postures différentes au fur et à mesure des sessions. Donc cette collègue lui a parfaitement expliqué quel était l'objet de cette répétition. Mais elle me demandait mon avis, comment moi est-ce que je gérais les choses lorsque quelqu'un justement m'abordait ce sujet de la répétition. Et ça m'a amené aussi à la réflexion de comment gérer soi-même la répétition quand on l'observe, par exemple dans le vocabulaire. Donc peut-être que tu t'es déjà dit dans tes sessions: «Mince, je dis ça à chaque session» et tu aimerais bien dire les choses différemment. Peut-être qu'une personne, une pratiquante avec toi ou même une collègue est venue te voir en te disant que tes sessions étaient vraiment chouettes, mais que ça manquait un petit peu de variété. Peut-être aussi que tu t'es déjà demandé pourquoi tu sors d'une session de yoga parfois complètement revitalisée, complètement inspirée, avec un élan de fou, et parfois tu sors d'une session de yoga en te demandant un petit peu ce qui t'est arrivé. Et peut-être aussi qu'il y a un thème qui revient souvent dans tes sessions parce que tu l'apprécies beaucoup et tu te demandes parfois, mais est-ce que je suis pas en train d'ennuyer les personnes qui viennent à mes sessions à parler tout le temps de ce sujet-là. Donc si c'est le cas, si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, je vais vraiment te partager mon expérience de la répétition, mais aussi mes connaissances sur le sujet en tant que guide, mais aussi en tant que formatrice. Juste une petite parenthèse, quand je dis formatrice, dans le milieu du yoga, quand on est formateur, en fait, on crée plus un cercle sécurisant pour avoir une immersion et transmettre vraiment des données et des connaissances et des savoirs et des expériences, plutôt que de vraiment en mode formation. Alors, je ne sais pas si tu en as vécu, mais en entreprise où on est vraiment là pour délivrer un contenu, pour délivrer des informations spécifiques et factuelles, bien souvent. Les formations que j'anime et le rôle de formatrice, moi, je le perçois vraiment, comme étant là pour encadrer, pour transmettre, pour partager. Donc si tu te poses des questions sur le rôle des formations, je t'invite vraiment à aller voir, je crois que c'est l'épisode 30 ou 31 où je te parle des différences entre retraite et formation, et je te parle un petit peu justement de ma vision du rôle de guide, mais aussi de formatrice en yoga. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une répétition? Alors voici ce qu'on peut lire dans le Larousse. Je vais te lire des définitions parce que c'est aussi très intéressant. Je m'appuie toujours sur l'étymologie. Je pense que toi aussi sûrement. Quand tu crées une séquence, quand tu recherches un thème, s'appuyer sur l'étymologie nous donne déjà, une information sur le thème en question, mais aussi plein de pistes de réflexion, sur ce thème et de branches, comme des branches en fait qu'on peut suivre ensuite, pour nourrir ce thème et le porter. Donc la première définition dans le Larousse pour la répétition, c'est l'action de reproduire plusieurs fois dans un texte, par exemple, la même idée ou le même mot. C'est aussi la réitération d'une même action, retour d'un même fait. C'est dans les séances de travail au cours de laquelle on étudie, par exemple, un spectacle, un rôle, un concert, avant de le présenter au public. Et c'est aussi en musique la reprise d'un fragment mélodique ou rythmique d'une phrase, d'une période ou de tout un morceau. Et déjà, à travers ces quelques lignes, tu as des éléments de réponse sur pourquoi et comment et est-ce que la répétition est vraiment un élément clé. Le fait de répéter, ça permet de consolider, de mémoriser, par exemple dans le cas des spectacles, ce qu'on a vu. Et aussi, tu as sûrement vécu ça, l'oral du bac, un examen, tes séquences de yoga, en fait, répéter. Alors parfois, on dit qu'il faut verbaliser à voix haute pour mémoriser. C'est vrai pour certaines personnes, par exemple, si ton sens de l'ouïe est très développé, que c'est un sens qui est très présent chez toi, le fait de lire à voix haute va te permettre de mémoriser plus facilement. Il y a des personnes pour qui ça va être vraiment de lire mentalement et de lire plusieurs fois parce que c'est le sens de la vue qui est le plus développé. Et donc, elles vont mémoriser en voyant le texte écrit, ce qui est mon cas, par exemple. On peut vraiment avoir différents supports pour mémoriser, mais en tout cas, la répétition est un outil pédagogique qui va vraiment nous appuyer, nous nourrir et nous soutenir dans la mémorisation d'informations. On peut aussi voir dans la définition qu'on a vue au-dessus que la répétition, comme en musique, offre un rythme. Lorsque je jouais du piano, surtout du Chopin qui, pour moi, c'est un de mes auteurs-compositeurs chouchou, mais
Chopin remet régulièrement des morceaux, des mesures, ce qu'on appelle des mesures de ces morceaux de musique reviennent régulièrement dans un seul morceau. C'est-à-dire qu'on a comme ce rendez-vous et on sait que on en revient à une émotion, on en revient à un état spécifique. Par exemple, dans un des nocturnes que j'ai étudié et vraiment que j'aime profondément, il y avait ces quelques mesures qui revenaient et souvent il y avait comme un éclat au niveau du rythme où, voilà, le rythme s'emballait, les notes montaient, descendaient, il y avait énormément de notes et d'un seul coup, on en revenait à ces premières mesures, celles qui étaient au début du morceau et on savait que ça s'apaisait, qu'on revenait là dans cet état, d'écoute après la tempête. Et donc la répétition, le retour à ces quelques mesures donne l'indication à l'auditeur, l'auditrice que ça y est, la tempête est passée, maintenant on observe. On écoute en fait j'ai envie de dire les ondes, les vibrations qui restent de cette tempête que Chopin a déclenchée en nous avec ces mesures précédentes. C'est vraiment quelque chose qui est très fort en musique. J'en parle aussi, la répétition, mais aussi les silences. On en parle souvent dans mes formations. Et je suis sûre que toi-même, d'ailleurs, là, ça me fait penser à ça, tu as déjà mémorisé un morceau de musique grâce à son refrain. Et le refrain est répété dans une chanson. Combien de fois tu t'es retrouvé avec un morceau de musique en tête que tu ne veux pas forcément, et là je m'incline et je salue tous les parents qui écouteront ce podcast. Combien de fois tu t'es réveillé avec un morceau de musique dans la tête que tu ne voulais absolument pas avoir, mais parce que le refrain, les paroles reviennent et que tu mémorises. Un des plus gros succès de Disney à Disneyland a été la musique d'une de ces attractions. C'est cette attraction où tu montes dans une navette en fait au-dessus de l'eau et tu as tout un parcours où tu traverses le monde. Je sais plus le nom exact de l'attraction, mais c'est vraiment où tu voyages au travers des pays du monde. Je crois que c'est le monde d'ailleurs, le nom. Enfin, ça doit avoir un autre nom, mais tu voyages vraiment entre ces pays. Il y a plein de petites statues et de poupées qui symbolisent le monde des animaux, etc. Et en fait, la musique qui passe dans cette attraction est un des plus gros succès de Disney parce qu'elle reste dans la tête d'une façon absolument incroyable. Et le compositeur qui l'a fait et l'a écrite, a connu beaucoup de succès avec cette chanson parce que tout le monde a reconnu en fait la puissance à bon ou mauvais escient. Quand on sort de là et qu'on passe la journée avec la musique dans la tête, bon voilà. Mais en tout cas, cette musique reste dans la tête parce qu'elle est répétée. Et parce que dans la musique, il y a des morceaux répétés et des mesures qui se répètent. Et donc, on repart, et d'ailleurs, là maintenant, j'ai dans la tête rien que d'y penser, on repart avec cette musique en tête et donc avec l'attraction et un morceau de Disney. Donc, c'est vraiment des outils qui sont aussi utilisés, bien sûr, dans la transmission, mais aussi dans la musique et dans la pub. Si tu y penses bien, si tu es comme moi une enfant des années 80, dans les pubs, il y avait énormément de répétitions. Qui ne se rappelle pas de la pub Mercurochrome ? Merci, ne me remercie pas, c'est cadeau pour ta journée. Mais en tout cas, c'est la répétition qui faisait qu'on mémorisait les marques, on mémorisait ce qui avait été vu et donc potentiellement on passait à l'achat ou non. Mais en tout cas, c'est un outil aussi de vente, la répétition. Donc c'est un outil qui permet de mémoriser et de pérenniser un apprentissage. Donc pour mémoriser une information, en fait, sur le long terme, on doit être exposé à une information plusieurs fois et on doit surtout être amené à devoir s'en rappeler et la reconstituer de différentes façons et le plus souvent possible. Donc en gros, le plus souvent, tu vas présenter une posture à tes élèves de yoga, à tes pratiquantes qui vont venir dans tes sessions. Le plus souvent, elles vont devoir aborder la posture, mais aussi la façon d'en entrer et d'en sortir. Et donc, le plus souvent, elles vont mémoriser, créer les synapses au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau aussi, vont se développer la capacité à entrer et sortir de cette posture de plus en plus facilement. Et le plus bel exemple, c'est la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est 12 postures, dont 6 qui se répètent en fait. Un côté droit, un côté gauche, tu fais la traditionnelle, mais tu as 6 postures pour aller à la terre, en moyenne, 6 postures pour en revenir. Et donc, cette séquence-là de la salutation au soleil est souvent la plus facile à mémoriser et à mettre en place par sa répétition. Sans compter, en plus, qu'elle sollicite beaucoup de parties du corps, beaucoup d'articulations, et qu'elle est très bénéfique en ce sens, même s'il faut y ajouter certains éléments et certains mouvements qu'elle n'a pas, puisqu'elle est très sur le plan sagittal, souvent, sauf si tu pratiques du pranayama flow, par exemple. Dans ma lignée, Shivare a aussi des salutations qui se font sur des plans au-delà que sagittal, donc on va vraiment aller chercher les articulations en tous sens, mais en tout cas,
Un des bénéfices de la salutation au soleil, des salutations à la lune, c'est cette répétition qui va nous donner à la fois la facilité de mémoriser la séquence, donc de la restituer, et donc de la pratiquer en autonomie, et donc de le faire chez soi plus régulièrement, et donc d'avoir tous les bénéfices d'une pratique de yoga à la maison. Donc c'est vraiment un très très bel exemple de ce mode de répétition et de mémorisation. La répétition aussi, elle va poser un cadre. Dans les formations, je répète tout le temps qu'en fait, par la répétition, on va poser un cadre qui va permettre aux élèves de savoir qu'elles sont en fait dans un cadre sécurisé, dans un cadre qui est par exemple pour mon cas guidé par Anne-Gaëlle, de telle manière sur tel yoga. C'est la répétition qui leur donne aussi inconsciemment tous ces signaux pour savoir qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont dans leur pratique de yoga et que ils savent à peu près comment ça va se passer, ce qui va arriver, parce qu'ils sont déjà exposés depuis un certain temps, ou même récemment, mais petit à petit, le corps, le cerveau va assimiler que quand on fait les choses dans tel ordre, quand il se passe ça, ben c'est qu'on en est là dans la séquence. Et c'est intéressant en tout cas de voir ça parce que plus tu vas répéter, plus ils vont mémoriser, mais aussi plus ils vont se sentir donc en sécurité. En formation, c'est aussi ce que je mets en place. Quand j'anime mes formations, donc c'est sur 6 journées, il y a beaucoup de répétitions qui se font de façon plus ou moins flagrante. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et vous avez peut-être observé si vous avez déjà suivi des formations, mais je suis sûre que c'est le cas. Quand tu as suivi des formations, la personne qui guide la formation va donner des informations, il va y avoir des questions ou autres, et quelques temps plus tard, il y a une personne qui va poser une question sur ce qui a été dit avant, comme si elle ne l'avait pas entendu. C'est parce que justement, il n'y a pas encore eu assez de répétitions et qu'il va falloir redonner l'information pour que petit à petit, cette personne puisse mémoriser. Et donc, c'est tout à fait normal. Et parfois, on est gêné, on peut parfois même être agacé en formation ou autre de répéter les mêmes informations, mais en fait, c'est nécessaire et ça fait vraiment partie du processus d'apprentissage. Donc, n'ayez plus aucune crainte à répéter parce que ça aide vos pratiquants à la fois à mémoriser et donc à se sentir en sécurité. Pour la sécurité, j'ai un très bel exemple. Il y a quelques années, quand j'enseignais encore à Paris et que j'avais énormément de cours par semaine, j'avais l'impression de me répéter toujours sur la façon de débuter, de terminer mes séquences. Et j'avais demandé à des élèves, est-ce que c'est pas frustrant pour vous de faire toujours la même chose quand vous entrez, quand vous sortez de mes séquences? Est-ce que c'est pas un peu trop répétitif pour vous et rébarbatif en quelque sorte de rentrer dans Shavasana de la même manière, d'en sortir de la même manière? Et j'avais été très touchée et ça a été une belle leçon. La plupart de mes élèves, il y en a qui m'ont dit, on n'avait même pas remarqué, en fait, pour nous, c'est normal. Ça en dit long sur le cadre sécurisant. Mais il y en a même qui m'ont dit, absolument pas, c'est aussi pour ça que je viens. C'est parce que je sais qu'au moment où tu nous dis, on va venir s'asseoir et déposer nos mains sur nos genoux, fermer les yeux un instant, je sais que la séquence commence. Je sais que ça veut dire que je suis passée de l'extérieur à l'intérieur et que là, c'est un temps pour moi pour aller explorer, questionner, ressentir. Et je sais, lorsque tu nous dis dans Shavasana, prenez une longue inspiration par le nez et expirez par la bouche, je sais que c'est un retour doux qui va se faire et je sais qu'il va se faire de telle manière et que je vais avoir tout le temps de revenir tranquillement de ma posture de Shavasana en assise. Et ça m'avait énormément touchée et je m'étais fait la réflexion, en fait, j'ai tissé un rituel. J'ai tissé un rituel pour ouvrir et fermer mes séquences et pour mes pratiquantes, pour mes pratiquants, ça fait partie de leur pratique. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui pratiquent longtemps avec moi et ou qui ont suivi ma formation gardent certains procédés d'entrée, sortie de posture ou autre que je leur transmets et que je transmets de cette façon. Parce que sûrement pour ces personnes-là, ça fonctionne. Et c'est toujours touchant de le voir parce que je me dis que ça parle à une partie de leur intuition et de leur incarnation de la pratique qui est devenue tellement fluide et naturelle qu'ils l'ont intégrée sans se poser de questions à leur pratique mais aussi à leur transmission. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a d'autres exemples comme l'Ashtanga et le Yin Yoga où la répétition vient poser un cadre. En Ashtanga, les personnes vont venir pratiquer la même séquence parfois pendant des années. Ça s'appelle des séries en Ashtanga et c'est tout le temps dans le même ordre, de la même manière, avec le même nombre de respirations par posture. Alors bien évidemment, il y a des sessions qui sont des explorations et du travail, mais en tout cas, ce sont ces séries qui doivent être pratiquées par un ou une Ashtangi. Et si tu leur demandes s'ils ne se lassent pas, un Ashtangi te dira toujours qu'absolument pas, parce que chaque pratique est unique. Parce que la personne, lorsqu'elle se présente sur le tapis, elle n'est pas la même. Elle n'a pas vécu la même chose avant d'arriver. Elle n'est pas dans le même état d'esprit physique, mental, dans la même disposition émotionnelle. Elle a peut-être plus ou moins pratiqué dans la semaine avant de venir à cette séquence avec son maître. Et donc, le corps est plus ou moins, on va dire, alerte des postures. Et donc, chaque séquence a beau être la même série exactement, ce n'est jamais la même. Et c'est magnifique. Et en Yin
yoga, on retrouve un petit peu ça puisqu'on n'a qu'une 30aine de postures en yin yoga, une 50aine si tu pousses sur les variations. Je ne compte pas les nouvelles postures de yin qui fleurissent un peu partout, qui n'en sont pas. Je te parle du yin yoga dans un épisode précédent du podcast, n'hésite pas à aller le voir, notamment la différence entre le yin yoga et le restauratif. Et je ferai sûrement un épisode dédié au yin yoga pour aller plus en profondeur. Mais en tout cas, voilà, on a entre 30 et 50, on va dire, postures maximum. Ça fait 12 ans maintenant que j'enseigne, je transmets le yin. Ça fait 14 ans que je le pratique. Je me suis jamais lassée d'une posture. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une posture, on vient d'un cheminement, on vient d'un terrain qui est nouveau, qui est différent du précédent. Parce que la posture qu'on a fait avant et celle qu'on fait après n'est pas la même. Parce que peut-être la musique, la voix qui nous accompagne, si tu es guidé, c'est pas la même. Et tout ça, en fait, va créer un contexte unique à cet instant. Et là, la répétition va aussi permettre de créer un cadre non seulement sécurisant, mais aussi expérientiel pour l'instant présent. Parce que comme tu te sens en sécurité, tu peux être pleinement présente et présent à ce qui est. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais en tout cas, le cadre est favorable à ce que ça arrive. La répétition aussi, au-delà de rassurer et de créer un cadre sécurisant, va aussi avoir cet aspect de nous permettre, en tant que pratiquant, en tant que guide, de donner une couleur et de mettre sa personnalité dans notre transmission. C'est-à-dire que le vocabulaire que tu emploies, la façon dont tu rentres et tu sors des postures, va être en fait unique à qui tu es réellement. Il y a des personnes qui vont faire vraiment des répétitions volontairement d'une session à l'autre, ce que m'expliquait par exemple la collègue qui m'avait amené ce sujet-là. Et il y a des personnes comme moi qui amènent la répétition, mais avec des dévariantes d'une session à l'autre, donc c'est pas clairement établi. Il y a des personnes qui n'amènent jamais de répétition. Donc là, on peut se demander, en fait, pourquoi est-ce qu'on a aussi peur de la répétition? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet, hein. Si tu observes dans le milieu de la pratique corporelle, autant il y a encore une fois des pratiques comme l'ashtanga où c'est écrit d'avance, comme le jivamukti également, c'est des séquences. Autant il y a des pratiques comme le vinyasa où on change beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur de la répétition aujourd'hui? Pourquoi, pour certaines personnes, c'est même un réel biais d'ennui de venir faire une séquence qui est toujours la même? J'ai déjà croisé des yogis, des yoginis, qui me disaient que pour elles, l'ashtanga, c'était impossible parce qu'on fait tout le temps la même chose et elles ont besoin de nouveautés. Et en fait, à la suite de nombreux partages que j'ai fait avec des pratiquants, mais aussi avec des guides de yoga, j'ai pu noter que, notre peur venait souvent du fait que tout évolue trop vite et très vite autour de nous. C'est-à-dire comme il y a cette évolution et ce changement perpétuel qui s'accentue quand même depuis 2020, on a peur d'être dans l'incarnation d'une chose, dans la répétition d'un sujet, plutôt que dans la variété et la diversification. La peur du manque est devenue aussi un réel sujet et on nous a souvent assimilé ces dernières années que, en fait, pour ne pas être en manque, il fallait varier, diversifier, proposer. Et là, je pense principalement au guide de yoga, hein. Quand j'ai commencé la pratique du yoga, le yoga, c'était le yoga. Asana, pranayama, mudra, méditation. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de notion de yoga dansé ou danse, il n'y avait pas de trance-danse, il n'y avait pas... Et je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose, mais on savait quand on allait en cours de yoga, on faisait du yoga. Point barre. Aujourd'hui, il y a une pléthore de choses. Quand j'ai débuté le yin yoga, les cours de yin yoga étaient les postures de yin. Très vite, il y a eu de la musique live et c'est vrai que le yin yoga permet de poser, si tu joues d'un instrument, tu as le temps de jouer d'un instrument pendant les postures, vu qu'on les maintient plusieurs minutes. Mais en tout cas, maintenant, on a yin yoga et vinyasa, yin yoga et dans les airs, j'ai vu ça aussi avec les rubans, flying yin yoga. On a du yin yoga avec de la kundalini activation, yin yoga breathwork. Enfin, et encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est juste que tout est varié. C'est comme si on ne pouvait plus pratiquer uniquement le yin yoga aujourd'hui. Et pourtant, moi, ça fait 14 ans que je pratique les yin yoga tels que, et bien sûr, des fois, j'y mets d'autres éléments. Dans ma pratique personnelle, je te l'ai déjà partagé, j'aime boire une tasse de thé avant de pratiquer pour me connecter à la plante ou de cacao. Parfois, je vais brûler un encens spécifique avec une intention. Mais c'est vrai que le corps de ma pratique reste le moment des postures, mais surtout des postures, des pranayama, des mudras, des mantras, c'est-à-dire de ma pratique de yoga telle que mes maîtres de yoga me l'ont transmise et continuent de me la transmettre. Tout ce que j'ajoute est de l'ordre du personnel et du champ de l'exploration.
Donc on a ce besoin de diversifier, d'ajouter beaucoup et c'est vrai que ça peut être vertigineux à un moment de se dire et de dire au monde, «Ceci est ma transmission». Et de pas absorber quand les personnes vous demandent: «Ah, j'aimerais bien essayer ci ou ça», de pas absorber ces demandes-là si elles ne sont pas justes pour vous. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en formation maintenant pour me dire en yin yoga, en me disant que c'est pour diversifier ce qu'elles proposent et c'est juste et d'ailleurs ce qui est très joli, c'est que souvent, pendant les formations, il y a comme une réalisation qu'en fait, c'était aussi pour elles. Il y avait pas que ça, il y a pas que ce besoin, formulé par d'autres et dans ce cas-là, c'est encore plus juste parce que ça veut dire que ça nourrit la guide et ça va nourrir ses pratiquantes et ses pratiquants. Mais parfois, on se sent obligé d'apprendre quelque chose ou d'ajouter des choses parce qu'on nous le demande et non plus parce que c'est l'essence même de notre transmission et de qui l'on est et de ce que l'on veut pouvoir offrir au monde. Et c'est là où peut-être des fois il y a une dissonance qui va commencer à se créer et une perte de personnalité, de perception et peut-être même de légitimité. Parce que comme on commence à varier dans tous les sens, on peut se questionner sur est-ce que c'est vraiment légitime pour moi de faire ça, vu que voilà, c'est pas mon socle, c'est pas forcément ce que je suis, c'est pas ce que je vibre et c'est peut-être même pas ce que je pratique personnellement. Aujourd'hui, on a accès à plein d'offres, à plein de possibilités et c'est vrai que la concurrence vraiment elle est rude et dans les cours de yoga, c'est devenu vraiment un produit de consommation pour beaucoup. On zappe, on teste, on bouge, on veut de la nouveauté. Les élèves viennent à un cours, puis viennent plus pendant 2 semaines, puis reviennent. Ils passent d'un professeur à un autre, d'une année sur l'autre. Et c'est à nous aussi de non pas d'observer ces mouvements-là, parce que chacun et chacune est sur son chemin, mais de savoir, encore une fois, qu'est-ce que tu veux transmettre et de t'y tenir. J'aime beaucoup cette expression de rester droite dans tes bottes. Tu sais où sont tes bottes, reste dans tes bottes. Ne prends pas les bottes de quelqu'un d'autre. C'est tes bottes qu'on vient voir. Et parfois, ça mène du mouvement et ça peut être déstabilisant, mais regarde bien ce qui ne bouge pas. Parce qu'on oublie souvent de faire preuve de gratitude pour ce qui reste, pour ce qui grandit. Et on a souvent cette peur du manque qui nous fait davantage reconnaître ce que l'on perd que ce que l'on gagne. Et d'ailleurs, qui nous dit que l'on perd quelque chose, alors qu'en réalité, sans vouloir faire de la philosophie ou du développement personnel de comptoir, tu perds rien. Parce qu'en fait, ces personnes, si elles sont pas restées, c'est que ça leur convenait pas. Et donc, ça t'aurait sûrement pas convenu non plus. Donc, c'est OK. Il faut aussi avoir, une réalisation que le taux d'attention, baisse énormément selon les personnes, mais en tout cas, moi ça m'a ça m'a vraiment fait très, très peur. J'ai lu une étude récemment sur le taux d'attention sur les réseaux sociaux et la durée notamment. L'attention sur une story ou un reel sur Instagram est de 3 secondes en moyenne. Donc là, forcément, il y a pas de place à la répétition. Tout va très vite. 3 secondes, d'ailleurs, ça ne laisse même pas le temps de laisser un like, ou un commentaire pour soutenir la personne qui crée le contenu que tu aimes. Petite parenthèse, volontaire, n'hésite vraiment pas à liker et à commenter les contenus que tu aimes. Prends le temps de ralentir et de le faire parce que ça encourage vraiment les personnes que tu lis. Ce contenu est gratuit, donc ça demande du temps et quand on sait que les personnes non seulement le lisent, mais aussi l'aiment et échangent avec nous sur ces sujets ou les partagent, ce qui est bien aussi, ou les archives pour y revenir plus tard, nous aussi, ça nous encourage à continuer à produire tous ces contenus gratuits comme ce podcast, comme tout ce que je fais sur les réseaux, ma newsletter rituelle qui part toutes les 2 semaines, par exemple aussi. C'est tout du contenu que je tisse par passion. Mais quand j'ai un mail de retour, comme j'en ai régulièrement, ou un message, ou un petit cœur sur Instagram, ou un petit pouce sur YouTube, je me dis c'est bon, il y a des personnes qui suivent et pour qui voilà, ça sert à quelque chose. Je ferme la parenthèse. Donc en fait, 3 secondes en moyenne sur Instagram, ça va très, très vite. Donc on passe vraiment d'une information à l'autre, d'un média à un autre, d'un sujet à un autre, d'une activité à une autre, comme ça, en fait. Et là où avant, il y avait de la profondeur, on se donnait le temps, aujourd'hui, c'est si ça passe pas, pop, on passe à autre chose. Et on le voit beaucoup, hein, vraiment, enfin, tu as dû l'observer. Donc vraiment, la répétition, aujourd'hui, elle fait peur aussi parce qu'elle peut être synonyme de ralentissement, elle peut être synonyme de besoin d'écoute, de profondeur, et qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de le faire. Il faut réapprendre à ralentir, il faut réapprendre à faire preuve d'attention, et donc il faut accepter la répétition aussi. On n'a pas le temps d'approfondir. Donc il y a des personnes qui viennent aussi au yoga pour se divertir dans ce sens-là. Elles n'y viennent pas pour la profondeur de ce que la pratique de yoga peut leur amener à vivre d'expérience et de prise de conscience. Donc il faut aussi que tu aies ça en tête. Il y a des personnes qui viennent au yoga pour le divertissement. Donc si elles ne sont plus diverties, elles vont aller chercher le divertissement ailleurs. Comme lorsque tu viens voir un film, t'as aimé, tu vas voir un film la fois d'après au cinéma. Ou peut-être t'iras au théâtre, ou peut-être t'iras voir un spectacle de cirque. Et en fait, tu vas avoir des personnes qui vont aller se nourrir et chercher un shot
de joie, d'ocytocine, qui va être très éphémère, mais qui leur permet de maintenir constamment. Et ça aussi, c'est lié à internet aujourd'hui, hein. Je t'invite vraiment aussi à écouter, si tu le souhaites. Il va y avoir prochainement un bonus qui va sortir en décembre, dans la semaine, un échange avec Christine Rousset, dont l'interview est sortie la semaine dernière, où on parle de ces sujets-là. Donc n'hésite pas à rester bien connecté, à t'abonner à la chaîne, de podcast pour avoir l'alerte dès que ce petit bonus sera en ligne, mais c'est une petite pépite. Donc en fait, si une personne ne revient pas à tes sessions, parce qu'elle voulait plus de variété dans ses postures, il y a 2 possibilités. La première, c'est que la pratique que tu proposes ne lui convient pas. La deuxième possibilité, c'est que la pratique du yoga ne convient pas à cette personne à cet instant-là. Et franchement, c'est OK dans les 2 cas, c'est OK. Et ça peut aussi changer à tout moment. Mais ce n'est pas ta transmission qui est le sujet dans ce cas-là. Ce sont vraiment les besoins de la personne et l'espace dans lequel elle se trouve à cet instant. Donc continue et maintiens la barre de ce qui te fait vibrer. Donc si tu as envie de comprendre davantage et que tu le peux, ce que la personne traverse, c'est-à-dire si elle a, cette correction peut-être et ce respect, mais aussi cette ouverture d'esprit de pouvoir venir te voir en te disant: «Bah, voilà, je vais pas revenir parce que, ta ta ta», la répétition par exemple, ou, «Bah, voilà, merci pour le cours d'essai, mais c'est pas pour moi». Hésite pas à entrer dans une discussion aussi avec ces personnes-là. Tu vas pas du tout les embêter. D'ailleurs, si elles viennent te voir pour te le dire, c'est qu'elles sont prêtes à en discuter. Donc tu peux leur demander pourquoi tu as besoin de changement, pourquoi tu as besoin de nouveautés, qu'est-ce que tu éprouves dans la répétition et pourquoi tu t'es orienté vers le yoga en premier lieu. Et en fait, ces 3 questions, déjà, elles vont te dire à peu près où se trouve la personne, la pratiquante, et vont te permettre peut-être, toi, de te rassurer sur la qualité de ton enseignement. Souvent, les personnes vont te dire: «Ah non, mais c'était très bien, mais c'est pas exactement ce que je cherche» ou «Ça m'apporte pas, voilà, ça m'apporte pas la légèreté que je veux». C'est OK. Et si tu peux aussi lui exposer toi pourquoi tu es dans la répétition régulièrement. Par exemple, si tu enseignes le yin yoga, expliquer que dans cette lignée, il y a peu de postures parce qu'en fait, on est au sol, à la terre, parce que les articulations ont un certain nombre de mouvements, 6 pour la colonne, 6 pour les hanches par exemple, et que du coup, ces postures permettent de nourrir ces mouvements et qu'on est dans un yoga qui est fonctionnel, donc qui vient là nourrir la bonne santé du corps, qui a pas pour vocation d'aller, dans une diversification. Tu peux aussi, juste, entre guillemets, accepter que ta transmission n'est pas pour cette personne et que c'est OK, en fait. Et que, tu n'es pas obligé de poser des questions, de chercher des réponses. Tu peux juste te dire: «Bah, c'était pas ma transmission n'a pas vibré avec cette personne, c'est OK. Je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde». C'est déjà super, je suis sûre, le nombre de gens qui viennent à ta rencontre. Par rapport au vocabulaire, il y a, si tu as tendance et si tu as la sensation de te dire que tu te répètes, il y a un exercice que je donne souvent en formation et que j'aime moi-même faire personnellement, bien évidemment. On va en fait souvent faire une liste de tous les mots qu'on utilise et qu'on a l'impression de répéter, et puis en fait, à partir de cette liste de mots, je vais t'inviter à, lister les synonymes de ces mots. Donc, alors les synonymes, c'est super chouette parce que des fois, ça va être vraiment des synonymes, comme dans le dictionnaire, en fait, mais ça va être parfois aussi ce que toi, tu attaches à ce mot en termes de valeur, en termes d'image, en termes de ce que ça véhicule chez toi. Et donc ça va te donner tout un lexique, et ce que je vais te conseiller, c'est, chaque semaine de changer un mot pour, des synonymes. C'est-à-dire de te dire cette semaine le mot, je sais pas, hem, lentement, et ben, je vais le remplacer par tel et tel mot. Voilà, je n'utilise plus le mot lentement, donc ça te fait aussi un exercice où toi aussi tu développes tes synapses par la répétition du fait de ne plus le faire. Tu vas aussi apprendre énormément et ça va permettre aussi de tester un autre vocabulaire et d'être peut-être plus à l'aise avec d'autres mots. Et puis ensuite de passer de l'un à l'autre beaucoup plus aisément. Tu peux faire pareil aussi avec les phrases qui reviennent fréquemment. Moi, c'est mon cas, j'ai des phrases qui reviennent fréquemment dans mon enseignement. Parfois, j'ai envie d'en changer, donc je vais les lister et je vais pratiquer la posture. Par exemple, si c'est une phrase qui accompagne l'entrée ou la sortie d'une posture, je vais pratiquer la posture et je vais ressentir et trouver un nouveau chemin pour expliquer comment rentrer ou sortir de la posture, en oubliant totalement la façon dont je le faisais avant. Donc c'est aussi des bonnes expériences qui te permettent toi d'aller dans ton ressenti, de revenir vraiment aux bases et au socle, de ta transmission, et qui vont vraiment nourrir aussi qui tu es, en tant que guide. Et c'est toujours bon d'avoir un lexique, très, très large pour pouvoir aussi après créer tes thèmes et les tisser plein de sujets autour de tes thèmes. Et tu peux aussi venir faire l'expérience de tout ce que je t'ai exposé là, en fait, dans toute sa beauté et sa richesse,
pendant l'immersion que j'anime en janvier à Strasbourg, qui est un week-end vraiment ouvert à toutes et à tout ce qui est dédié au Yin Yoga que j'ai tissé depuis 2020 et que je propose régulièrement. Tu peux aussi, si tu souhaites, prolonger ta passion pour le Yin Yoga et nous rejoindre dans un lieu ressource qui est Evolve Yoga Shala pendant 6 jours pour la formation écoute de soi en Yin Yoga. C'est un 60 heures qui se déroule comme tous les ans en février au Shala. Voilà, je pense que j'ai abordé quand même le thème de la répétition sous plusieurs facettes. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire s'il y a d'autres sujets, toi, qui te viennent quand tu penses à la répétition. C'est toujours très enrichissant de discuter et j'ai beaucoup de reconnaissance, notamment pour cette collègue que j'apprécie énormément et qui m'a apporté ce sujet. Euh, et merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, ça me touche beaucoup parce que je sais que le temps est précieux. Donc, si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, il n'y a qu'une seule chose que j'ai envie que tu retiennes. Base-toi sur ta pratique personnelle pour transmettre et tu ne pourras jamais te tromper. Tout le monde sentira que tu as incarné, vécu ce que tu transmets et ce sera toujours juste, que ce soit avec ou sans répétition. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite vraiment à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou d'aller aussi noter sur YouTube, puisque ce podcast existe également en vidéo sur ma chaîne YouTube, de mettre des pouces, de le partager aussi autour de toi. N'hésite pas à le faire tourner. Tu serais surpris du nombre de personnes qui ne connaissent pas encore ce podcast, donc n'hésite vraiment pas à en parler autour de toi. Je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout est déjà là. Belle semaine!